Donc, notre deuxième présentation de ce bloc va être faite par Madame Annie Gilbert. Madame Annie Gilbert a fait son doctorat sous la co-supervision du docteur Victor Boucher au laboratoire de sciences phonétiques de l'Université de Montréal. Comme ça, C'est délinquante, suffisant comme ça. Sinon, on a l'air d'une vendeuse de chez Gap. Ben. Oui, elle peut se permettre de mettre le micro comme elle veut, elle est rendue au post-doctorat, fait que bon. Oui, voilà. Donc, le laboratoire en sciences phonétiques de l'Université de Montréal et aussi du docteur Bouteina Gernel ou Gemel? Gemel? OK. Gemel, au laboratoire de recherche en neurosciences et électrophysiologie cognitive de l'hôpital Rivière-des-Prairies. Elle a par la suite fait un premier stage postdoctoral en psychologie à l'Université McGill sous la supervision du docteur Debra Titone. Et depuis 2014, elle est stagiaire postdoctorale à l'École des sciences de communication humaine de l'Université McGill sous la supervision du docteur Shari Baum. Ses travaux portent principalement sur le traitement et la production de la prosodie à l'aide de design alliant les mesures comportementales à l'électrophysiologie cognitive, l'oculométrie et l'imagerie médicale. Sa présentation d'aujourd'hui s'intitule « Exploration du lien entre la production d'indices prosodiques chez les bilingues français-anglais et la connectivité fonctionnelle cérébrale, résultats préliminaires. » Je vais peut-être juste mettre la mienne. On m'a forcé pour un micro. C'est pas de gaieté de cœur, je suis désolée. Merci pour le petit mute qui est mis. On met des mutes. Maintenant, ça va mieux. Ça veut dire que ça aurait peut-être fonctionné si je le laissais en bas. Quand il n'est pas mute. Est-ce que ça fonctionne? Non, pas sur l'enregistrement. Bon, d'accord. D'accord. Je viens de perdre 30 secondes de ma présentation pour ça. Aujourd'hui, ça fait plaisir de vous présenter 2 études en une. Donc, je vais vous présenter mes résultats de connectivité fonctionnelle, mais comme les résultats de connectivité fonctionnelle dépendent d'un résultat comportemental, il faut aussi présenter l'étude comportementale pour que ça se tienne. Donc, je m'excuse, ça va peut-être aller un petit peu vite, mais vous allez être capable de suivre, j'en suis persuadée. Donc, pourquoi s'intéresser à la prosodie chez les bilingues? Parce qu'on sait qu'adapter sa prosodie dans une langue seconde, c'est difficile. Donc, on peut avoir un très, très bon vocabulaire, avoir une très bonne prononciation, mais souvent, la prosodie, c'est la dernière chose qui rentre. Quand on est chanceux, ça nous donne seulement un accent étranger, on sonne un peu drôle. Malheureusement, souvent, ça nous rend difficile à comprendre, carrément. Okay? Surtout quand la langue seconde qu'on a à apprendre ou les langues impliquées n'ont pas le même système prosodique. Donc, par exemple, à Montréal, les bilingues qu'on étudie le plus, c'est des bilingues anglais-français. Et on sait que les 2 langues vont partager certains critères prosodiques. Donc, ils vont tous avoir une prosodie structurante, sans entrer dans les détails syntaxiques du pourquoi de la chose ou pas, qui est prosodie structurante, des allongements finaux à la fin, des groupes, des chunks, des syntagmes. Vous pouvez mettre le terme qui vous intéresse là, okay? La fin de quelque chose. Et puis, mais l'anglais, lui, en plus d'avoir cette prosodie-là, a en plus un accent lexical qu'il faut manipuler. Donc, il faut mettre l'accent sur la bonne syllabe, sinon on ne dit pas le mot qu'on s'attendait de prononcer. Donc, on s'attend à ce que ça puisse être difficile de passer d'un système à l'autre. Pour les besoins de la présentation aujourd'hui, je ne traînerai pas le terme prosodie structurante parce que c'est long à dire et puis que c'est... Je vais parler d'allongement final parce que c'est la variable qui va m'intéresser le plus. Mais sachez que je ne suis pas en train de dire que c'est la seule marque de prosodie structurante qui existe. C'est juste que c'est celle à laquelle on va s'intéresser aujourd'hui. D'accord? J'ai d'ailleurs travaillé dans le passé sur d'autres marques. Si ça vous intéresse, on pourra en discuter au-dessus d'un café. Donc, l'étude de production qu'on a fait. Notre but, c'était justement de déterminer comment nos bilingues anglais-français, langue maternelle ou langue seconde, on les mélange tous ensemble ici, on traite ça dans un continuum. Comment ils utilisent l'allongement pour marquer l'accent lexical et l'allongement final ou la fin de groupe, chunk, syntagme, le mettre que vous voulez, selon leur langue dominante. Donc, j'ai beaucoup aimé dans la présentation précédente, on parlait de c'est pas tant langue maternelle, langue seconde qui est important, c'est langue dominante. Tout à fait d'accord.
On regarde l'allongement. Pourquoi? Bien, parce que c'est le paramètre principal de l'allongement final. Grosse surprise. Mais aussi parce que c'est le paramètre le moins important dans l'accent lexical. Donc, un accent lexical, du moment que ces autres indices prosodiques, s'il n'y a pas d'allongement, ça fonctionne quand même. Donc, on va regarder, est-ce qu'il y a un mauvais transfert de l'allongement sur l'accent lexical? On regarde selon aussi la langue dominante, mais ici, la langue dominante, on la traite de façon continue. Donc, ce n'est pas juste avoir anglais ou français langue dominante, mais c'est proportionnel. On peut être très dominant dans un ou à peu près balancé ou très dominant dans l'autre. Notre hypothèse, c'était que, bon, justement, comme le français n'a pas d'accent lexical, on s'attend à ce que quelqu'un qui est dominant en français, ou du moins qui n'est pas dominant en anglais, okay, ait de la difficulté à marquer l'accent lexical et les allongements finaux séparément. Okay, donc, d'avoir à manipuler ces deux poignées-là en même temps. Le séparément est même souligné. Donc, comment on a fait pour étudier ça? On a fait une tâche de production, on a présenté des paires de phrases à nos locuteurs, 60 paires en tout, 30 par langue, présentation visuelle, puis on leur demande juste de nous les dire, comme on les dirait de façon spontanée, aussi spontanée que ça peut être. Les phrases en question étaient construites autour de des suites syllabiques qui pouvaient être soit présentées comme un seul lexème bisyllabique à la fin d'un groupe, ou deux lexèmes monosyllabiques dans deux groupes différents. Donc, avec les exemples, ça va peut-être être plus clair. Un exemple en français, on peut avoir la phrase « Le vendeur d'horloge vit à l'hôtel » ou « Le vendeur d'or loge à l'hôtel ». Donc, c'est les mêmes syllabes impliquées, même production, sauf qu'on s'attend à avoir un allongement final sur « loge » dans « Le vendeur d'horloge », mais un allongement final sur « or » dans « Le vendeur d'or loge à l'hôtel ». En anglais, le cas est un petit peu plus complexe. « If you want a kiwi », ma production de l'accent lexical n'est absolument pas native, d'accord? Ne me prenez pas comme exemple. If you want a kiwi, I can buy one tomorrow. If you want a key, we can duplicate one. On s'attend à avoir encore là des allongements finaux aux mêmes endroits, mais en plus, il faut marquer l'accent lexical. Dans le deuxième cas, on est chanceux, l'accent lexical coïncide avec l'allongement final. Donc, à la rigueur, du moment qu'on en marque un, peut-être qu'on marque l'autre, puis on est correct. Dans le premier cas, il faut faire un allongement final sur le « oui », mais quand même faire un accent lexical sur le « qui ». Donc, on s'attend à ce que ce soit cette condition-là qui est la plus difficile à gérer. Donc, il faut faire les deux séparément. Pour les gens qui ne sont pas dominants en anglais. Les anglophones natifs dominants en anglais, ils n'ont probablement aucun problème. Okay? L'analyse. Bon, c'est sûr qu'on a pris les essais où il y avait des paires complètes produites sans hésitation, sans pause, parce que ça mettrait des beaux gros biais. Ensuite, on a été chercher des mesures de durée relative, parce qu'on s'intéresse à l'allongement. Donc, on est allé chercher la durée relative de la première syllabe versus la deuxième syllabe, pour essayer de contrôler aussi pour le débit, parce qu'il y a des gens qui parlent rapidement, des gens qui parlent lentement, on ne leur a pas imposé un débit. Mais on voulait juste savoir, qu'est-ce que tu as produit de plus long, la première ou la deuxième? Ça nous donne un score continu. Ensuite, j'avais même deux exemples. Ensuite, on prend toutes ces belles mesures-là, on met ça dans un modèle linéaire mixte, donc de statistiques. Et puis, comme variable, on regarde qu'est-ce qui influence. Est-ce que la langue maternelle, on a mis la langue maternelle, mais on regarde la langue produite, le nombre de mots, est-ce que c'est un mot long ou deux petits mots, et puis la dominance langagière. Qu'est-ce que ça donne? On voit une interaction justement entre trois facteurs. Entre la langue produite, est-ce qu'on a produit de l'anglais ou du français? On s'y attendait. Le nombre de lexèmes, est-ce que c'est un long mot ou deux petits mots? Et la dominance langagière, traitée de façon continue. Donc, ça nous dit que ce n'est pas juste quelle langue tu as à produire ou quelle structure tu as à produire, mais aussi ta dominance langagière qui va prédire si tu utilises ou non l'allongement comme il faut. J'ai un graphique avec les résultats, mais avant de vous le présenter, je veux juste vous rappeler, ici, on a traité la dominance langagière de façon continue dans le modèle statistique, mais pour les besoins de la représentation, on a fait une séparation à la médiane. Donc, le graphique a l'air un peu beaucoup occupé. Okay? Permettez-moi d'attirer votre attention sur la combinaison de facteurs qui est significative. Et vous ne voyez peut-être pas, mais il y a des points verts en haut qui sont très jolis à l'écran ici, mais qui ne sont pas projecteur-friendly, me direz-vous. Donc, pour vous guider dans le panneau, ce qu'on voit, les résultats significatifs se retrouvent dans les essais anglais, okay, de la condition où je dois manipuler accent lexical et allongement final. Et ce qu'on voit, c'est
nos locuteurs dominants en anglais, et quand on va refouiller dans la feuille Excel, on se rend compte que c'est les locuteurs natifs de l'anglais aussi, ont un patron d'utilisation propre à eux de l'allongement, qui n'est pas du tout le même que nos autres locuteurs qui ne sont pas dominants en anglais. Et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'ils produisent un allongement final beaucoup plus long que la première syllabe. Donc, autrement dit, ils n'allongent pas l'accent. L'accent n'est pas allongé, mais l'allongement final est là, donc S2 beaucoup plus long que S1. On est dans le haut du graphique. Et puis, moins notre langue dominante est l'anglais, ou moins on est dominant en anglais, plus on a tendance à utiliser l'allongement pour marquer l'accent, ce qui n'est pas approprié. Okay? Mais bon, ça c'est beau, on était content, on le publie. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ce qui est intéressant après, c'est d'aller voir quels sont les corrélats neurologiques qui pourraient venir avec ça. Mais avant, je viens de me rendre compte que j'avais une diapo qui dit « conclusion ». Ça a fonctionné. Les gens qui ne sont pas dominants en anglais ont de la difficulté à contrôler séparément les deux facteurs prosodiques. Okay? Là, je reviens à mon connectivité. Donc, c'est ça. On sait qu'on a une différence comportementale. Donc, on va aller voir, est-ce qu'il y a quelque chose dans le cerveau qui me permet de prédire cette différence-là? C'est là que la viande se trouve. Okay? Donc, on a été chercher les mêmes participants, okay, pour essayer d'aller voir, est-ce qu'il y a un corrélat neurologique associé à mon utilisation de l'allongement, à l'utilisation appropriée ou pas? C'est juste ton patron d'utilisation de l'allongement, est-ce que ça prédit tes connexions? Étude exploratoire. Au début, j'avais mis des hypothèses, mais soyons réalistes, là, nos hypothèses étaient un petit peu larges. Donc, allons-y officiellement, c'était exploratoire. Okay? On cherche qu'est-ce qu'il y a de lien. Et puis, on a été chanceux, on a pu avoir un sous-groupe de nos participants. Donc, on peut vraiment corréler leur production avec leur structure neurologique. D'accord? Avant de me lancer dans les résultats là-dessus, je vais quand même faire un petit topo sur la connectivité cérébrale, connectivité fonctionnelle. Ça nous vient d'études dans l'imagerie magnétique fonctionnelle. Imagerie par résonance, c'est long. Imagerie par résonance magnétique fonctionnelle au repos. Okay? Le haut repos est super important. Il n'y a pas de tâche d'impliquer dans une étude de connectivité. Okay? La personne est dans le scanner. On lui demande de rester là, les yeux fermés, 5 minutes. Pensez à rien, mais ne tombez pas endormi. Parce que les gens tombent souvent endormis dans le scanner. C'est surprenant que ça puisse paraître. Et puis là, on fait juste regarder qu'est-ce qui se passe dans leur cerveau quand il n'y a rien à faire. Et le cerveau, c'est toujours actif, en permanence, tout le temps, partout. Okay? J'aime bien l'analogie, je peux me le permettre vu que c'est le temps des fêtes. Notre cerveau, c'est comme une boule de lumière, de paquet de lumière de Noël. Okay? C'est toujours allumé, il y a des petits bouts qui clignotent, il y a des petits bouts qui allument, ferment doucement, il y a des bouts qui sont tout le temps allumés. Mais le cerveau, au repos, il est comme ça. Il n'est pas si au repos que ça. Alors, quand on parle de connectivité, c'est qu'on va aller chercher quelle zone corrèle avec une autre. Okay? Quelle zone a l'air connectée. Donc, c'est comme si je regarde ma boule de décoration de Noël, puis je regarde mes ampoules, puis j'essaie de voir lesquelles clignotent en même temps. Parce que s'ils clignotent en même temps, ils doivent être sur le même fil. Okay? Donc, je sais qu'ils sont connectés. Quand on regarde le cerveau, c'est la même chose. Si on a des patrons d'activation similaires, on dit, bien, ils doivent être connectés en dessous. Il y a de la matière blanche, il y a quelque chose qui les relie. Ensuite, quand on analyse ça, on peut faire des analyses qui appellent whole brain. On regarde l'ensemble du cerveau pour essayer de déterminer qu'est-ce qui est connecté avec quoi. Ça prend beaucoup de temps et d'énergie et ensuite, honnêtement, c'est à peu près ininterprétable. Okay? Donc, l'approche plus fréquente, c'est ce qu'on appelle l'approche source voxel. Un voxel, c'est un volume pixel. C'est un pixel en 3D pour les images neuronales. Et donc, on va déterminer une source qui nous intéresse, donc une lumière qu'on aime. Moi, c'est cette ampoule-là que je veux voir. J'essaie de voir qu'est-ce qui est connecté à celle-là. Donc, on se concentre sur une source, puis on regarde ensuite toutes les autres. Est-ce qu'ils covarient avec celle-là? Ça, vous me suivez jusqu'à maintenant? Ça va? Les lumières de Noël, ça aide toujours. Toujours. Donc, ça, c'est l'analyse de la connectivité personne par personne. Donc, ça peut être mon cerveau, votre cerveau, son cerveau. On va chercher des statistiques sur le score de connectivité pour chaque voxel avec la source, personne par personne. C'est ici que l'analogie des lumières de Noël se termine, malheureusement. Ça, c'était sur une base individuelle. Ensuite, ce qu'on fait,
on peut ramener tout le monde ensemble, notre groupe de participants, puis ajouter un régresseur statistique. Donc, notre régresseur statistique, ce qu'il va faire, c'est qu'on va essayer de voir quel patron de connectivité, dans l'ensemble des connectivités qu'on a observées, il y en a qui étaient bien connectés, d'autres pas connectés, quel patron nous permet de prédire notre comportement. Okay? Donc, est-ce que j'ai une petite liste? Oui. Donc, en fait, ce qu'on va chercher, c'est des zones d'activité qui vont être fortement corrélées avec la source chez les personnes qui sont bons dans la tâche, mais que la même zone est faiblement corrélée à la source pour les personnes qui sont moins bons à la tâche. Donc, on va pouvoir interpréter la force de la connexion comme étant reliée à la performance. Si c'est bien connecté, tu te débrouilles bien. Si c'est mal connecté, tu te débrouilles moins bien. Vous me suivez? Ça va? C'est toujours un petit peu ma peur avec la connectivité. Donc, nous, ici, ce qu'on a utilisé comme régresseur, c'est justement notre score d'utilisation de l'allongement. Est-ce que tu as tendance à utiliser trop l'allongement avec ton accent lexical ou pas? Okay? Donc, on va chercher un score par personne en moyenne de leur production. On lance ça dans la machine et on espère. Okay? Les sources qu'on a utilisées, je ne rentrerai pas dans les détails du pourquoi, du comment, mais c'est des sources qu'on a été chercher dans la littérature sur des études en traitement du langage, soit l'accès lexical, de la production, de la perception. Si l'article fournissait un bel ensemble de coordonnées qu'on pouvait utiliser, donc un X, Y, Z, on le prenait, puis on l'utilisait comme source, puis on allait voir, est-ce que j'ai des connectivités avec cette zone-là qui me permettent de prédire mes résultats? OK? Détails techniques, on vous présente des corrélations positives seulement, donc meilleure est la connexion, meilleur est le comportement. Il arrive aussi qu'ils sortent des choses inverses. C'est toujours plus difficile à interpréter. Dans un article, on le présenterait, mais dans une conférence, on va présenter juste le positif, si vous permettez. Ça prendra un keynote pour expliquer le pourquoi de peut-être une relation inverse avec compensation. On va passer. Qu'est-ce qu'on trouve? C'est pour ça que vous êtes ici. On se rend compte que l'utilisation appropriée de l'allongement en anglais prédit le niveau de connectivité entre BA45 qui est une sous-partie de Broca, okay, et supramarginal B40. En passant ici, le rouge, ce n'est pas de l'imagerie fonctionnelle. C'est pas, ça devient actif quand je fais une tâche. C'est les voxels dont la corrélation covarie avec mon comportement. Donc, ces voxels-là sont très corrélés avec BA45. C'est les gens qui produisent bien l'allongement, mais ils ne sont pas bien corrélés chez les gens qui utilisent mal l'allongement. C'est ça qui veut dire les taches rouges ici. Donc, BA45, j'ai dit, c'est une partie de Broca. Supramarginal, qui était associé de façon traditionnelle à traitement phonologique, ça. Il y a 2 semaines, à une conférence, j'ai vu des gens qui ont fait une belle étude super bien contrôlée, qui ont l'air de plutôt l'associer à la boucle phonologique. Donc, quand on essaie de se rappeler quelque chose, ça devient actif. Intéressant. On voit aussi le précentral, donc la relation du précentral et l'aire de Broca. Précentral, c'est de la planification motrice en général. Donc, un petit réseau qui implique mon Broca avec ma boucle phonologique et du moteur. Donc, si je suis capable de bien garder en mémoire des mouvements moteurs pour certains mots, je suis meilleure à ma production. Intéressant. Ensuite, on a aussi, ça c'était juste à gauche, hein, en passant. Là, on a regardé du temporal supérieur, de deux côtés, l'échelle, la zone acoustique, traitement acoustique. Et on voit une connectivité plus grande chez les gens qui sont bons à utiliser l'allongement avec l'aire motrice supplémentaire. L'aire motrice supplémentaire, l'ajustement de cibles fines. Donc, ce n'est pas juste les gros mouvements en général, mais c'est le fine-tuning en bon français. Donc, et c'est bilatéral. Donc, le traitement acoustique, et en plus, la source qu'on a pris pour celle-là vient d'un article sur le traitement où les gens, la tâche que les gens avaient à faire, c'était déterminer est-ce que l'accent lexical est placé au bon endroit dans ce mot-là, oui ou non. Fait qu'on se dit, elle, on en a besoin. Et puis, comme de fait, donc si on a une bonne connectivité entre la zone qui détermine si l'accent est au bon endroit avec notre moteur supplémentaire, bien, on est meilleur à reproduire l'accent correctement. Je trouvais ça intéressant. Oui, c'est un résumé. J'en avais une autre
connectivité significative, mais qui se représentait moins bien. Donc, je vais seulement vous en parler. On a trouvé un lien entre l'insula gauche, donc c'est vraiment de la planification motrice de la parole de base, blablabla, et le parasingulaire, là, un gros cluster frontal. Donc, frontal, contrôle cognitif, contrôle exécutif. Donc, les gens qui utilisent l'allongement de façon appropriée en anglais ont une meilleure connectivité entre la planification motrice de la parole et la gestion de quand utiliser les bons patterns. Hein? Donc, intéressant. Comme on a mentionné au début, c'est des résultats préliminaires. Mais en d'autres termes, on nous permet quand même de voir l'ébauche d'un réseau neuronal associé à, ici, l'expérience avec une langue à accent lexical. Et je tiens à spécifier, ce n'est pas juste le bilinguisme, parce que nos participants, ils sont tous officiellement bilingues. Ils ont tous été capables de faire la tâche autant en français qu'en anglais. Donc, il y en a qui sont meilleurs en français, meilleurs en anglais, mais ils sont tous capables. Mais on voit quand même des connectivités différentes en fonction de leur dominance langagière. Intéressant. Donc, en somme, on savait déjà que le bilinguisme, en général, ça a des effets sur les structures du cerveau. Ça, c'est démontré, ça fait des années dans la littérature. Un cerveau bilingue et un cerveau monolingue, c'est pas pareil. Les structures ne sont pas pareilles. Les résultats qu'on a présentement montrent que les différentes langues auxquelles on est exposé, ou du moins les différentes langues qu'on a à produire, ont aussi des impacts sur les structures. J'ai mis un « attention » parce que quand on parle de connectivité, il faut toujours faire attention. Gardez en tête qu'une connectivité, c'est une corrélation. Ce n'est pas nécessairement une causation. Okay? Donc, ce n'est pas parce que je dis que la zone BA45 et supramarginale sont corrélées que c'est nécessairement BA45 qui fait activer supramarginale ou vice-versa. Okay? Ils covarient. On ne peut pas aller plus loin avec ces données-là. Il faudrait aller faire d'autres analyses neuro plus compliquées. Ou du post-mortem, non? Ensuite, quand on parle de connectivité, il ne faut pas oublier que ce n'est pas relié à une tâche. Ce n'est pas pendant que je produis mon accent lexical, je vais chercher mon supramarginal. Ces zones-là sont déjà rattachées plus fortement. Et c'est ce qui peut-être m'aide à être meilleur dans la tâche. Okay? Et puis, c'est drôle parce que justement, je dis, il faut faire attention, on ne peut pas dire que c'est un qui cause l'autre. Et j'ai moi-même utilisé dans la phrase précédente, peuvent avoir un impact. Donc, il y a quelque chose qui cause l'autre dans ma propre phrase, mais faites pas comme moi, d'accord? Donc, je remercie, bien sûr, mes co-auteurs et les organismes subventionnaires parce que ça coûte cher faire du fMRI. Merci. Donc, très intéressante présentation. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a des questions? Oui. Oui, s'il vous plaît. Ah, excusez. Donc, merci pour cette présentation fort intéressante. Moi, j'ai une toute petite question. Voilà, c'est sur la dominance langagière. C'était pour savoir, en fait, comment est-ce que tu as fait pour vérifier cette dominance langagière? Le score qu'on a utilisé ici, on a utilisé une sous-tâche, je ne me souviens plus du test diagnostique, parce que ce n'est pas moi qui l'ai appliqué, mais un test dont on a utilisé la version français puis la version en anglais, puis on a comparé proportionnellement leurs scores, est-ce qu'ils sont meilleurs dans le français ou dans l'anglais. On hésite encore à changer peut-être vers juste l'affluence verbale. J'aime pas le terme, là. Genre combien de termes tu es capable de nommer qui commencent par S en anglais versus par S en français, et puis on compare. Mais c'est juste pour avoir une idée proportionnelle, à quel point tu es meilleur dans une langue que dans l'autre. Parce qu'on a aussi fait le test de leur demander dans quelle langue vous pensez être le meilleur. Ça n'a aucun rapport avec ce qui sort dans les tests. C'est vraiment idéologique, ce qu'on pense de notre production, mais non, ça n'a pas de lien. Merci beaucoup pour la présentation. Une petite question, je ne sais pas si ça va avoir du sens, fait qu'au pire, on pourra en reparler. Mais dans le fond, ce que je comprends, c'est que vous avez vérifié donc meilleur à la tâche et plus de connectivité entre 2 points, c'est ça? Oui. Et je me demandais, est-ce qu'il y a possibilité d'aller vérifier avec vos données, puis je ne sais pas si ça a un intérêt réel, en fait, je me pose la question spontanément.
Puis ça, donc, moins bon à la tâche, moins de connectivité. C'est ce qu'on voit. Ouais. Est-ce qu'on peut voir moins bon à la tâche s'il y a plus de connectivité sur d'autres réseaux? Puis est-ce que ça nous apporterait l'information qui est pertinente? Oui. Moi, le bilinguisme, je ne connais pas ça. Non, ça serait intéressant. Ça serait pertinent, sûrement. La question, c'est comment on interprète après. Parce que quand on a une bonne production, on sait ce que la personne, on sait vers quoi la personne tendait. Voici mon objectif, j'essaie de faire ça, puis peut-être que je ne suis pas capable de le faire comme il faut. Fait que là, on peut interpréter les corrélations positives comme ça. Mais quand on regarde dans l'autre sens, genre, moins tu es bon, ben on ne peut pas dire que les gens tendaient vers un objectif. Donc, on ne peut pas prendre pour acquis que ce qu'ils ont produit, c'était vraiment ce qu'ils voulaient produire aussi. Ça peut être un accident, ça peut être juste qu'ils ne sont pas capables. Donc, c'est pour ça que les corrélations négatives, dans l'autre sens, sont plus difficiles. Ce qui pourrait être intéressant, ce serait d'aller chercher peut-être des sources qui sont associées genre, à la détection d'erreurs, des trucs comme ça, pour voir est-ce que c'est impliqué. Donc, si je ne suis pas bon, mais je me rends compte que je ne suis pas bon, peut-être que ma boucle de détection d'erreurs embarque. Là. Ouais. Mais c'est plus difficile à interpréter, c'est pour ça. Merci. Ça fait plaisir. C'est mon directeur. Merci, Annie. Monsieur Boucher. Je suis content que tu aies trouvé quelque chose de moteur. C'est ça qui me fascine. Comment ça se fait que le moteur est associé à un comportement langagé? Maintenant, parce que je vais te raconter quelque chose avant d'arriver à ma question. OK? Je ne prendrai pas trop de temps. Mais quand j'ai enseigné aux États-Unis, puis ils m'ont fait passer un test langagier, parce que je n'avais pas le droit d'enseigner, à moins d'avoir un accent anglais correct. Ouais. Ils me font passer un test énorme sur le lexique, la syntaxe, tout ça, et ils finissent par mesurer le VOT dans ma production. Vous savez, VOT, pas... Mais c'est une variable qui est vraiment forte pour reconnaître un accent. Et je leur ai demandé, c'est ça. Je leur ai demandé, pourquoi vous mesurez ça? Puis le gars m'a répondu, juste avec ça, on a une meilleure idée de ton caractère natif. Donc, quelque chose de vraiment moteur. Parce que tu ne peux pas apprendre ça dans les laboratoires de langue des universités. Il faut que tu ailles parler langue. Oui. Alors, moi, j'aimerais savoir, dans tes résultats, tu as trouvé quelque chose de moteur. Est-ce que tu peux faire une corrélation entre toute une batterie de tests, disons, que tu peux remplacer par juste quelque chose de moteur qui ça va... Puis, tu vois, en termes d'optimiser une mesure de bilinguisme, par exemple, tu pourrais faire un test strictement sur un aspect moteur puis avoir une corrélation de 0,9 avec tout le reste. Oui, bien, ça m'avance, c'est trop. Ce projet-ci fait partie d'un gros projet multilab, multicentre, le Montreal Bilingual Brain Initiative, pour lequel je fais un petit peu de publicité en ce moment. Et puis, mais un des objectifs de cette recherche-là, c'est justement de simplifier les variables, d'essayer de trouver un test là, qui permettrait de remplacer les 125 autres qu'on utilise pour mesurer le bilinguisme, le niveau de bilinguisme ou la dominance langagière, mais d'être capable de les classer comme... Tu n'as pas besoin de faire ces 122 mesures-là. Là. Si tu fais celle-là, tu as une idée de ta dominance langagière, tu as une idée de ton proficiency, que je ne sais jamais exactement comment traduire correctement. Mais oui, mais le VOT, ce qui est intéressant en plus, c'est que ça revient chercher le marqueur d'accent lexical, parce que la variable principale d'un accent lexical, c'est la force articulatoire. Ce n'est pas l'allongement, ce n'est pas le pitch, ce n'est pas contrôlé volontairement. C'est tu fermes plus fort, ça va ouvrir plus fort, ça va sonner plus fort, tu vas avoir une montée de pitch associée au relâchement de la pression et nécessairement un VOT beaucoup plus long que s'il n'y a pas d'accent. Donc, c'est le fun parce que cette mesure-là vient rechercher le même genre de mesure qu'on a ici. Est-ce que ça répond? Merci. D'autres questions? Parfait. Donc, merci.